Bonjour et bienvenue dans la seconde et dernière partie de notre voyage avec le docteur Hamzat Boukari Yabara. Ce volet est un appel à vous, les amoureuses et les amoureux de l'Afrique, de partout dans le monde, à prendre votre part dans la longue marche des fourmis qui ne font pas de bruit, dans la longue marche du panafricanisme. Éphéméride africaine, pas mon papa. Quelles sont les formes de panafricanisme aujourd'hui ? Bon, en fait, il y a pas mal de personnes qui se revendiquent du panafricanisme. Je vais pas donner des noms, mais je vais plutôt donner des profils. Il y a ceux qui sont de véritables usurpateurs, y compris au niveau des chefs d'État, qui se proclament panafricanistes parce que de temps en temps, ils ont des diatribes contre l'Occident. On a les profils plus activistes qui, eux, font panafricanisme, entre guillemets, résistentialiste. C'est se présenter comme les grands résistants, les grands combattants, etc. Mais sans forcément proposer des alternatives dont on a l'impression qu'ils n'existent que par la résistance, que par l'opposition à quelque chose. On a les panafricanistes utopiques, ceux qui restent vraiment sur des lignes théoriques, fonctionnelles, etc., qu'on retrouve notamment, y compris au niveau de l'Union africaine, parce que l'Union africaine produit de très beaux textes et de très belles chartes, mais absolument rien n'est appliqué. Donc on a une sorte de panafricanisme, entre guillemets, utopique. On a ensuite les profils beaucoup plus engagés sur les questions de lutte économique et sociale, qui eux croisent le panafricanisme avec des combats, on va dire, altermondialistes, liens avec des tournures un peu marxisantes. Après, on a les panafricanistes historiques, ceux qui s'inscrivent vraiment dans la lignée, dans la tradition de figures qui ont vraiment porté le panafricanisme. Et enfin, je dirais qu'on a ceux qui essayent de réinscrire le panafricanisme dans le champ politique, qui sont souvent, on va dire, au croisement de toutes les catégories que j'ai évoquées précédemment. Donc il y a différents profils. Il y a différents enjeux, il y a aussi toutes les communautés, on va dire, socio-professionnelles qui peuvent se revendiquer d'une forme de panafricanisme. Aujourd'hui, il existe une communauté panafricaine au niveau des artistes, au niveau des intellectuels, au niveau des écrivains, etc. Tout ça existe aujourd'hui. Donc il faut donner maintenant une forme un peu plus articulée à tout ça et faire en sorte que la première catégorie, celle des usurpateurs, soit définitivement démasquée, déracinée, parce que c'est elle qui a fait énormément de tort et de mal au mouvement, en manipulant notamment la jeunesse, en manipulant les aspirations des uns et des autres, et en faisant en sorte que le panafricanisme reste, un repoussoir également pour d'autres personnes qui sont fondamentalement panafricanistes, mais qui ne veulent pas l'assumer, parce que l'assumer revient à se mettre au même niveau potentiel que des usurpateurs. Il y a tout un travail, je dirais, de réhabilitation et de formation autour du panafricanisme à faire aujourd'hui. Quelles sont les activités de la Ligue panafricaine Umoja ? La Ligue panafricaine Umoja, donc Umoja est un mot swahili qui veut dire unité. C'est une organisation politique et socio-culturelle qui travaille pour réaliser les États-Unis d'Afrique en ouvrant dans plusieurs pays du continent et de la diaspora des sections territoriales qui, sur le terrain africain, ont pour objectif de devenir des organisations politiques qui travailleront pour mettre le panafricanisme au pouvoir, qui dans la diaspora ont pour vocation de former et sensibiliser aux questions panafricaines. C'est une organisation qui existe depuis 2012, qui dispose d'une maison d'édition qui est basée à Brazzaville, d'un journal en ligne, Panafrican, un trimestriel. Je dirais que l'idéologie, c'est vraiment comprendre que les luttes sont liées. Lorsque vous êtes militant de la Ligue à Paris, à Brazzaville ou à Dakar, vous participez de la même organisation. Et ça permet de régler beaucoup plus facilement des problèmes que lorsque on avance par association nationale. Voilà, c'est bien d'être dans l'association des Maliens, dans l'association des Ivoiriens, etc. Mais c'est mieux, pour aller plus vite, pour aller plus loin, pour aller plus nombreux, de croiser justement d'abolir les identités berlinoises et d'avoir en fait une organisation panafricaine qui permet, quand il y a des problèmes entre le Mali et la Côte d'Ivoire, qu'à l'intérieur de cette organisation, eh bien, on trouve des solutions pour régler ces problèmes, plutôt que d'étaler à la face publique les difficultés que l'on a, parce qu'aujourd'hui, il est là le problème. Les Africains, nous, n'arrivons plus à régler nos problèmes entre nous et à huis clos.
À la moindre crise, il faut en appeler à l'Union européenne, à l'ONU, etc. Alors que le principe même du panafricanisme, c'est que c'est à nous-mêmes de régler nos propres problèmes et de trouver nos propres solutions. Et donc c'est ce à quoi travaille la Ligue panafricaine Umoja, tout en créant néanmoins des liens diplomatiques avec des pays, avec des puissances, avec des organisations qui s'inscrivent, je dirais, dans une alternative à l'ordre dominant occidentalo-centré, sans tomber non plus dans d'autres formes de dépendance. Donc on fait de la politique, non pas dans le sens clientéliste, tribaliste, opportuniste, mais vraiment dans le sens historique du terme, dans la lignée des grandes figures de l'époque, mais avec beaucoup plus de modestie. Ce qui fait que très souvent, lorsque je parle de la Ligue, je dis que nous sommes des fourmis qui ne font pas de bruit, mais le travail est réel, un peu partout sur le continent et dans la diaspora. Donc on a un site internet qui permet donc d'en savoir plus sur l'organisation, c'est lp-umoja.com. Des pages Facebook également pour suivre les différentes activités de nos sections territoriales. Sans le panafricanisme, on perd la vision de beaucoup de choses, on perd la profondeur de beaucoup de combats. Et donc il faut se former, il faut lire les classiques, les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire de Cheikh Anta Diop, Africa Must Unite de Kwame Nkrumah, les livres de Walter Rodney, How Europe Underdeveloped Africa, et aussi donc la synthèse que j'ai écrite, Africa Unite, une histoire du panafricanisme. Mon cliché africain du jour revient évidemment au capitaine, à qui j'ai demandé un témoignage de l'héritage de Thomas Sankara. J'ai souvent cette image où il dit qu'il a le sentiment d'être comme un cycliste qui pédale, et à gauche et à droite, il y a le précipice, et s'il arrête de pédaler, il tombe dans le précipice. Et c'est quelque chose qu'il soulignait à un moment où on lui posait la question de son isolement. Il avait le sentiment d'être isolé, de ne pas être compris par les autres chefs d'État, y compris aussi parfois par son propre peuple. Et donc c'est aussi ça qui est tragique dans le destin de Thomas Sankara, de voir que le jour où à l'OUA, il appelait les autres chefs d'État africains à ne pas payer la dette, en disant que si lui seul s'y opposait, il ne serait pas là au prochain sommet, et bien tous les autres chefs d'État ont éclaté de rire. Et effectivement, au prochain sommet de l'OUA, Sankara n'était plus là, il était déjà sous la terre. Et vous, que faites-vous? Êtes-vous en train de pédaler ou êtes-vous en train de perpétuer l'ordre colonial de par votre inaction et critique perpétuelle de l'action de ceux qui pédalent? Eh bien, je vous laisse y réfléchir et choisir d'ici à ce qu'on se retrouve lundi. Merci et bonne journée.